Dès l'instant où les premières bottes alliées ont foulé les plages de France, les soldats s'étaient battus jour et nuit pour abattre un mur de fer fait de bunkers, de mitrailleuses et de défenseurs allemands fanatiques. Des centaines étaient tombés, mais maintenant, enfin, ce mur s'effritait. Le Reich perdait son emprise, repoussé village après village. Le pays était presque libre, sauf en un seul endroit. Pressé contre le Rhin, une dernière poche de résistance allemande tenait toujours debout. Quelques milliers de soldats épuisés s'étaient retranchés dans la ville détruite et les bois étouffés par la neige, se battant avec les munitions qu'il leur restait. Les Alliés avançaient, s'attendant à une victoire facile. Mais alors qu'ils se rapprochaient, quelque chose dans le silence devant eux semblait désagréablement familier. Si la Normandie leur avait appris quelque chose, c'est que le Führer avait un tour dans sa manche. À Berlin, Hitler et ses généraux se penchaient sur leurs cartes dans un silence lugubre. Des mois de pression alliée incessante avaient transformé le front de l'Ouest en cauchemar. Paris était parti. Ville après ville était tombée. Et maintenant, les Américains et les Français se tenaient juste à l'ouest du Rhin, à une dernière traversée de fleuve de l'Allemagne elle-même. Le Führer avait placé ses espoirs dans l'offensive des Ardennes. Une dernière tentative désespérée, destinée à diviser les Alliés et à gagner du temps pour ses forces. Mais alors que ses commandants lui faisaient le point sur l'état de la campagne, l'avenir du Reich semblait sombre. À travers les Ardennes, des centaines de chars allemands gisaient éventrés et en flammes. Des milliers de fantassins avaient perdu la vie, étaient capturés ou dispersés sous la pression de la marche alliée. Hitler refusait de concéder, appelant ses troupes à maintenir le combat coûte que coûte. Disant à son commandant, « Il ne s'agit pas ici d'une question de prestige. Il s'agit de détruire et d'exterminer les forces ennemies partout où nous les trouvons. » La plupart des unités allemandes n'avaient plus la force, les munitions ou les effectifs pour porter le coup de contre-offensive que le Führer exigeait. Et pourtant, contre toute attente, au cœur de l'Alsace, dans l'est de la France, une formation allemande avait encore réussi à tenir bon, en transformant une poche de villages et de villes médiévales en forteresses improvisées. C'était la poche de Colmar, le dernier bastion allemand à l'ouest du Rhin, qui menaçait de coûter des milliers de vies et de bloquer l'avancée des Américains s'ils tentaient de la capturer. Pourtant, les Alliés savaient que s'ils parvenaient à la briser, plus rien ne se dresserait entre eux et les portes de l'Allemagne. La poche de Colmar s'étendait sur environ 65 km de large et s'enfonçait de 50 km dans la région. Pour des troupes qui avaient déjà parcouru des centaines de kilomètres depuis leur débarquement en France, cela aurait dû être juste une dernière poussée. Mais l'hiver était arrivé de plein fouet, et si les défenses allemandes tenaces qui les attendaient n'étaient pas une menace suffisante, la météo garantirait que ce seraient là quelques-uns des kilomètres les plus éprouvants que les Alliés avaient affrontés depuis la Normandie. La frappe d'ouverture revint au général français Émile Béthouart. Son premier corps d'armée français reçut l'ordre de frapper le bord sud de la poche de front, attirant les réserves allemandes et dégageant le chemin pour une poussée nord destinée à encercler l'ennemi et à sceller toutes les voies d'évacuation. Au moment où les hommes de Béthouart ont avancé, il est devenu clair à quel point ce combat serait difficile pour lui et ses hommes. Un blizzard violent a englouti le champ de bataille. La visibilité s'est effondrée à seulement quelques mètres. Chaque fois qu'un soldat français ou américain apercevait une silhouette allemande à travers la neige tourbillonnante, des doigts gelés tremblaient trop violemment pour stabiliser un fusil. Par endroits, la neige montait jusqu'à la taille d'un homme, transformant chaque pas en un effort qui laissait les assaillants exposés. La situation n'était pas meilleure pour les équipages de chars. Bien que protégés du vent à l'intérieur de leurs coques blindées, ils pouvaient à peine avancer. Des mines étaient dispersées à travers les champs, enterrées sous le blanc aveuglant et rendant tout mouvement impari. Dans les premiers jours de la bataille, plus de 30 chars ont été projetés dans les airs par des charges cachées que les équipages n'ont jamais vues venir jusqu'à ce qu'il soit bien trop tard. Pourtant, l'avancée alliée ne s'est pas arrêtée une seconde. L'infanterie a pataugé à travers des rivières partiellement gelées, avancé à travers un terrain découvert et infiltré toute brèche qu'elle pouvait trouver avant que les Allemands ne puissent la sceller. À la fin du premier jour, malgré la tempête, certaines unités avaient progressé jusqu'à 10 km. Mais avant que les Alliés ne puissent pousser plus loin,
le grondement des moteurs a résonné à travers la neige. Plus de 60 chars allemands fonçaient vers l'avant, sur le point de déchaîner un feu destiné à arrêter la charge alliée une fois pour toutes. Au moment où le rideau de neige s'est finalement levé du champ de bataille, les Alliés fixaient déjà droit dans le mur de blindés allemands qui avançait. Le tir de canon a traversé les champs, envoyant les hommes se précipiter à couvert, leurs corps heurtant la terre gelée si durement qu'elle semblait de pierre. Cependant, il n'y avait plus de fuite maintenant. Pour les Alliés, la seule chance de survie était de tourner leurs armes vers les panzers qui avançaient et de tirer avec tout ce qu'ils avaient. Les nazis étaient implacables, déchaînant une tempête d'obus qui déchirait le paysage étouffé par la neige, alors que les soldats alliés se précipitaient désespérément d'un bout de couverture à un autre. Mais chaque fois que les Allemands tiraient un obus, les Alliés répondaient par une douzaine. Les soldats américains et français surpassaient les nazis en nombre de centaines de milliers à travers toute la campagne, garantissant que peu importe combien d'hommes tombaient sous le feu allemand, il y avait toujours un autre combattant prêt à avancer et à prendre sa place pour maintenir l'attaque en mouvement. Au moment où les canons nazis se sont finalement tus, 7 chars allemands avaient été détruits et environ 100 soldats ennemis avaient été faits prisonniers. Cependant, la victoire au sud ne signifiait rien à moins que le reste des forces poussant à travers la poche de Colmar ne parviennent à fermer l'encerclement. Au nord, les hommes avaient commencé à bouger seulement 2 jours après la frappe d'ouverture de Bethwart au sud. Certaines de ces unités n'avaient presque aucun soutien d'artillerie lourde pour affaiblir les défenses allemandes devant elles, avançant armées de peu plus que de combinaisons de neige, de fusils et de bateaux gonflables, se battant à travers des rivières recouvertes de glace et des champs gelés alors qu'elles avançaient vers Neuf-Brisach, le centre vital d'approvisionnement allemand qui maintenait toute la poche en vie. Pour le commandant américain, le général de division John Iron Mike O'Daniel, il n'y avait qu'un seul chemin à travers les bois et villages sous contrôle nazi qui se trouvaient devant. Un assaut continu et roulant. Chaque régiment frapperait les positions allemandes, les neutraliserait, puis se retirerait immédiatement avec des troupes fraîches poussant par derrière, ne donnant jamais à l'ennemi un moment pour se regrouper. Malgré une résistance féroce et d'innombrables embuscades, la stratégie d'Iron Mike a fonctionné. Et le 25 janvier, les Américains s'étaient frayé un chemin jusqu'au bord de Riedvir, à seulement 6 km de Neuf-Brisach. De là, les Alliés étaient prêts à lancer l'assaut final. Les Alliés se sont précipités en position, prenant soin de ne faire aucun bruit qui pourrait trahir leur présence. Mais avant qu'ils ne puissent porter le coup décisif, le craquement caractéristique du tir ennemi a déchiré le silence. Les Allemands contre-attaquaient déjà. Des balles et des obus de canon ont jailli de toutes les directions alors que les Alliés essayaient en vain d'atteindre la ville devant eux. Des dizaines d'hommes sont tombés avant même de pouvoir tirer un seul coup. Les combats sont devenus sauvages, sans qu'aucun effort allié ne semble suffisant pour percer. Le lieutenant Audie Murphy de la 3e division d'infanterie américaine se souviendra plus tard, alors que nous avancions, les combats se sont transformés en duels individuels. Seulement quelques mètres nous séparaient. Nous tirions l'un sur l'autre, mais aucun de nous ne marquait un coup. Murphy était l'un des chanceux. En quelques heures seulement, chaque officier de sa compagnie était devenu une victime, le laissant seul pour guider la formation vers l'avant. Mais même lui ne pouvait pas voir de chemin devant lui. Plutôt que d'exposer ses hommes à un massacre supplémentaire, il leur a ordonné de se replier dans les bois pendant qu'ils grimpaient sur un chasseur de chars M10 américain en flammes, et a ouvert le feu avec la mitrailleuse de calibre 12, 7 mm du véhicule. Il savait que c'était un pari, mais si ces hommes pouvaient être épargnés d'un massacre, il le prendrait. Alors que le reste des troupes s'échappait, le feu allemand a convergé sur le lieutenant solitaire. Des balles et des obus ont déchiré sa position, pourtant il a continué à tirer, fauchant vague après vague d'assaillants. Pendant près d'1 heure, il les a retenus seuls. Ce n'est qu'après que les Allemands se soient finalement repliés que Murphy, blessé et épuisé, a rejoint les restes de son unité. Sa jambe était blessée, mais il a refusé de rester en arrière. L'avancée devait continuer. Avec la résistance allemande brisée, les troupes alliées ont finalement déferlé vers l'avant, atteignant Neuf-Brisach et la libérant le 6 février.
Pendant ce temps, au sud, la poussée alliée ne s'est jamais ralentie. Ville après ville est tombée alors que les soldats se battaient pour chaque kilomètre contre les positions allemandes retranchées. Les batailles étaient brutales. Mais le 9 février, les nazis n'avaient plus rien pour les arrêter. Les diverses unités alliées qui s'étaient battues à travers le secteur ont finalement fait leur jonction, complétant l'encerclement qui a fait s'effondrer la poche de Colmar et a anéanti le dernier bastion allemand dans la région. Avec la France entièrement libérée, la route était dégagée pour que les alliés occidentaux puissent se diriger vers le cœur de l'empire d'Hitler. Des mois de combats féroces restaient encore à venir, mais la dernière offensive majeure de l'Allemagne sur le front de l'Ouest était terminée. À partir de là, ce n'était plus que la descente pour Hitler et son Reich.